Ok, donc bonjour tout le monde. Je vais vous faire une petite présentation sur Doobie, qui est un framework euh, en dessus de JDBC, un framework SQL. Et avant, juste, je voudrais savoir, est-ce que vous connaissez Hibernate ici? Ah. Qui aime Hibernate? Ouais. Ah. Est-ce que vous connaissez Spring JDBC Template? Waouh, des vrais javaïstes. Slick peut-être? C'est bon, j'ai plus rien à apprendre. Play à norme? Ouais, il y en a quelques-uns quand même. Squirrel? Ouais. Ah, si, il y a des anciens. Euh, et qui c'est qui a déjà fait du JDBC pur root? Ah, parfait. Donc, vous voyez, j'ai essayé de classer un petit peu entre des choses qui sont plus proches de l'objet, plus proches de JDBC, plus proches de SQL du coup. Et du coup, la question c'est qui fait du SQL? Mais du vrai SQL, base de données. Ah, beaucoup plus qu'au PySQL Azure Group. Félicitations. Et qui c'est qui aime SQL? Parfait, vous allez adorer Doobie. Donc, pour un petit peu de contexte, donc moi je suis François Armand, je fais du Scala depuis 10 ans. Là, ça y est, j'ai fait mon anniversaire il y a un mois, c'était super. Je suis CTO de normation, je crois que j'ai un petit truc laser. Waouh! Donc, normation, on est éditeur d'un logiciel qui fait de la continuous configuration and for effective compliance. Donc, on s'assure que les serveurs, en particulier, restent configurés comme on veut au fil du temps. On est les co-organisateurs d'un événement qui s'appelle DevOps Rex, donc des retours d'expérience sur DevOps, et qui sera à la fin du mois prochain à Paris. Et donc Rudder, on en fait depuis 7 ans maintenant. Et du coup, on avait choisi à l'époque de faire du Squirrel, qui était un petit peu le framework hype du moment il y a 7 ans. Bon, on a eu quand même pas mal de limitations avec Squirrel. Et en particulier, il a plus été maintenu depuis quelques temps. Donc on a aussi mis du DBC template. Et puis le temps passant, on s'est dit ouais, ok, on a quand même un petit peu d'amour propre, on va essayer de nettoyer les choses. Et on va remplacer par quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour comme framework de persistance de données en Scala en 2016? Donc la première réponse qui semblait assez évidente, c'est on s'est dit on va faire du Slick. C'est assez populaire, c'est porté par Lightbound. A priori, n'importe qui fait du Scala devrait faire du Slick. On a porté une grosse partie de nos datas de persistance avec, et puis en fait, on s'est aperçu que ça marchait pas du tout pour nous. Mais quand je dis pas marcher du tout, c'était vraiment sur plusieurs niveaux. Alors déjà, on a retrouvé le côté surprenant et un petit peu magique des ORM comme Hibernate. Donc personne n'aime Hibernate. Vous allez cette petite sensation de il se passe des choses, le framework fait des choses pour moi et je comprends pas ce qui se passe. Il génère du SQL qui ressemble jamais à ce que j'ai envie qu'il génère. Et dans Slick, on retrouve un petit peu ça. Alors, c'est moins prononcé que dans Hibernate. Hein. Il y a quand même pas toutes les parties dégueulasses sur les sessions et les choses comme ça. Mais on n'a pas de contrôle précis quand même sur le SQL qui est généré. On a eu des surprises aussi sur les performances. Pas que les performances des requêtes SQL soient mauvaises. Slick fait des super bonnes requêtes et quand on s'en donne la peine, on arrive à des performances qui sont équivalentes à JDBC. Mais le problème, c'est quand on s'en donne la peine. Si on utilise le chemin de moindre résistance, si on suit bêtement la doc de Slick pour coder en mode Slick, on se retrouve avec des performances qui sont dégueulasses parce que à chaque exécution de notre requête, le compilateur de Slick, pas le compilateur Java ou Scala ou n'importe quoi, le compilateur de Slick va prendre nos objets, les transformer en une requête SQL et il le fait à chaque fois. Donc on est obligé de spécifier spécifiquement à Slick, ne fais pas ça, compile-le une seule fois au début du programme et arrête, garde cette requête SQL. Et dans tous les cas, n'est pas possible de le faire dans tous les cas. Et l'autre chose qui était aussi extrêmement surprenante, c'est que Slick, pour faire son mapping entre les objets et le SQL, utilise une représentation liftée, c'est-à-dire qu'il met ses surreprésentations pour savoir comment mapper les différentes requêtes aux opérations qui sont effectuées. Et on se retrouve continuellement à ne pas savoir si les objets qu'on utilise à un moment sont dans la représentation de Slick ou des vrais objets de notre domaine métier. Quelles sont les opérations autorisées, si les opérations sont vraiment autorisées et si elles seront exécutées côté Scala ou côté SQL. Et ça devient vraiment vite le bazar. Pourtant, je suis quand même globalement plutôt à l'aise avec les représentations fonctionnelles.
mais j'ai trouvé ça compliqué. Le dernier point, c'est que Slick, c'est plein de boilerplate. Mais quand je dis plein, vous commencez un projet, vous avez une 50aine de tables à mapper, vous passez des journées à mapper, à définir des tables, à dire cette table-là, elle a tel type, puis elle a telle colonne, et puis on se retrouve avec telles opérations, et puis il y a plein de choses qui sont en plus pas données, qu'on retrouvait dans des frameworks comme Squirrel, dont Slick est un petit peu le descendant spirituel, mais qui étaient donnés gratuitement ou inférés dans Squirrel, et qui ne sont pas du tout dans Slick, donc ce qui permet un mapping beaucoup plus précis, mais qui permet aussi de passer bien son temps à mapper des choses, et donc à ne simplement pas produire du code intéressant. Donc du coup, on s'est dit Doubi, parce que Doubi, langage fonctionnel, on suit Doubi depuis 2 ans, donc depuis le premier jour où Bob Norris a dit oh, regardez, j'ai commencé à faire un petit truc sur JDBC, ça peut être intéressant. Donc là, on s'est dit que c'était peut-être le bon moment de regarder pour de vrai. Donc voilà. La conclusion, c'est qu'il faut utiliser Doubi. Ce framework est juste génial. C'est une pure merveille. Voilà mon retour d'expérience. Non, je vais essayer d'être un tout petit peu plus précis sur pourquoi ce framework est vraiment génial. Donc le premier point, c'est qu'il arrive à rajouter de la propreté et à découper de manière très claire les opérations sur JDBC. JDBC, on n'a pas fait mieux, je pense, en termes de mutabilité et de Java impératif. Tout est mutable, les opérations sont mutables, les colonnes qui sont retournées sont mutables. C'est vraiment une cochonnerie si vous voulez faire des opérations fonctionnelles dessus. Avec Doubi, ça devient possible. Le mapping entre les tables et les opérations SQL et vos objets métiers est juste super. Ça marche tout seul. On a de la magie, mais qui est compréhensible. Donc on voit très bien ce que le framework fait et comment il fait. Et je vais vous montrer un petit peu après. Et comme en fait, quand on utilise un framework JDBC, l'intérêt c'est pas d'expliquer à la lettre cette colonne-là, elle doit être mappée tout cette casse-classe, etc. C'est vraiment le genre de choses qu'on apprécie de la part du framework. L'autre chose qui est vraiment super avec Doubi, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Contrairement à Slick ou Hibernate, pour exacerber, ce que vous écrivez, c'est ce qui va être exécuté. Et donc, vous pouvez avoir des optimisations très précises sur ce que vous faites. L'auteur du framework est extrêmement sympathique et extrêmement... il peut vous aider. Vous allez l'interpeller sur Gitter ou Twitter et tout se passe... il fait des choses pour vous, vous explique, il vous prend par la main et on n'est jamais bloqué. Donc ça, c'est vraiment chouette quand on est en train de porter du code ou d'apprendre un framework, d'avoir quelqu'un qui peut vous aider. Et alors, donc moi, je n'aime pas spécialement SQL. Ça fait 15 ans que j'arrive à éviter SQL, de près ou de loin. En fait, avec Doubi, je me rends compte que c'est un langage qui est quand même très bien. C'est un langage qui est relativement fonctionnel. Et si on n'essaye pas de l'éviter, et si le framework nous donne la possibilité de vraiment manipuler SQL directement, en fait, c'est un super langage. Et c'est un langage qui est très propre et qui se marie très bien avec plein d'idiomes de Scala. Donc un tout petit peu plus en détail sur chacun de ces points-là. Sur la partie pure fonctionnelle. Donc déjà, si vous ne connaissez pas le livre Functional Programming in Scala, je le conseille à tout le monde. C'est un super bouquin, même si vous ne faites pas du Scala, même si l'idée, ce n'est pas d'apprendre Scala, mais pour apprendre la programmation fonctionnelle, ce bouquin est une perle et il va vous apprendre les différentes étapes en vous prenant des choses les plus simples jusqu'à des concepts extrêmement avancés. Et donc, je vous conseille juste de le lire, ça vous servira. Donc, dans Doubi, tout est une valeur. Et on a plusieurs niveaux d'interprétation en partant de la requête, donc en gros du code SQL qu'on écrit, et en montant un petit peu dans les opérations, dans la complexité des opérations. Donc, on va avoir des process qui vont permettre de streamer des résultats. On a les résultats, effectivement, donc ce que renverrait la base de données. On a le niveau de transaction et après on a effectivement l'exécution de l'action. Mais à chaque niveau, on peut s'arrêter et composer des éléments de ce même type entre eux pour réaliser des opérations. Donc particulièrement, on peut très bien s'arrêter au niveau query, manipuler plusieurs queries pour les composer et ensuite les exécuter au sein d'une même transaction. Ça se fait tout naturellement dans le framework.
Je vous ai parlé de mapping qui marchait hyper simplement. Donc si on prend une table assez simple où on a un identifiant qui est un UID, on a une date qui est quelque chose qui peut ne pas être présent, donc qui peut être nul, et on a un truc avec du JSON dedans. Oui, alors je fais du SQL, mais je fais du SQL comme ça, donc je mets des tables avec plein de données JSON. Le mapping va pouvoir être fait directement en écrivant notre requête. Donc ça, c'est ce que vous allez écrire en Doobie avec le petit préfixe SQL. Vous écrivez votre requête exactement la même que celle que vous écrivez dans votre base de données. Vous la copiez-collez dans votre code. Et vous dites à Doobie, ce que j'attends comme résultat, c'est une chaîne de caractères, peut-être une date, et une autre chaîne de caractères. Et vous lui dites, voilà, tu me mets ça dans une liste, basta, terminé. C'est l'ensemble du code qui fonctionne pour avoir votre requête qui fonctionne. Il faudra l'exécuter par la suite. Mais en termes de mapping, ça ne va pas plus loin que ça. Ça veut dire aussi que si, par exemple, je rajoute des parenthèses pour faire un tuple, Doobie est capable de comprendre que c'est un tuple que je veux pour ces deux champs. Et donc, si je fais liste avec map to map, l'opération classique des collections, ça fonctionne. Rien d'autre. C'est tout. Donc, vous allez pouvoir très simplement réfléchir à vos transformations entre votre base de données et votre code Scala comme du code Scala habituel. Là où dans Slick, par exemple, il y a des étapes où il faut se demander si ici on est au niveau de la représentation de Slick ou au niveau de nos objets métiers, quelles sont les maps qui sont autorisées, etc. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus simple en Doobie. Ça marche évidemment avec des case classes de manière tout aussi naturelle. Donc si je définis une case class pour mon type ID pour éviter d'avoir des strings qui se baladent parce que c'est extrêmement compliqué à refactorer par la suite. Donc si j'ai mon string ID, il suffit de juste dire le type attendu c'est notre ID, et voilà, c'est terminé. Doobie va faire le mapping, instancier les case classes comme il faut, et ça juste marche. On peut aller beaucoup plus loin. Donc sur la dernière colonne, on a du JSON. Et on aimerait bien pouvoir le manipuler comme du JSON au niveau du code Scala. Donc cette fois, en rajoutant un mapper qui est une classe qui permet de dire à Doobie si tu as une string, tu effectues cette opération pour avoir le type attendu, et si tu as le type attendu, tu fais l'autre opération pour trouver une string. Donc juste en définissant ça, on va pouvoir définir notre objet métier avec le node ID précédent et en disant ici c'est le type qui a été mappé. On lui demande retourne-moi des configs et il se débrouille. Et le mapping est terminé. Et tout fonctionne comme ça, tout s'enchaîne de manière très très simple. Et le framework, au lieu de vous demander de spécifier à la main chaque type à chaque niveau entre chaque colonne, vous pouvez avoir des mappings ad hoc en fonction de la requête que vous êtes en train d'effectuer, de l'endroit où vous voulez l'utiliser, du nombre de colonnes que vous voulez retourner, et le framework vous épaule et fait le mapping pour vous. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on attend, ce que j'attends en tout cas d'un framework de mapping. Oui. Est-ce qu'il y a du type checking sur la requête qui est écrite là en string? Alors pour l'instant, Doobie c'est un framework qui est assez jeune. Il n'y a pas de type checking sur les requêtes. Ça vient dans la version prochaine. C'est encore, l'API n'est pas encore tout à fait définie, mais ça arrive et ça fait partie des choses qui vont être ajoutées. Je vous montrerai tout à la fin. Il y a une possibilité déjà de valider ces requêtes en mode interactif et c'est assez sympathique. Dans tous les exemples, pour l'instant, je vous ai montré qu'on pouvait retourner des listes, mais les types de retours sont beaucoup plus riches et vous pouvez accumuler vos résultats dans à peu près n'importe quoi. Donc, si vous avez une requête qui doit retourner exactement un résultat, vous avez un mot-clé unique qui va retourner un seul résultat. Et dans ce cas-là, le type résultant sera le type attendu directement. Si vous avez 0 ou 1 résultat, donc en général, ce qu'on attend d'une requête lorsqu'on fait un get et qui peut échouer, donc vous allez automatiquement avoir ça qui peut être mis dans une option, et etc. Vous avez des listes, des vecteurs, vous avez pour les collections Scala un toCall si vous voulez mettre dans des sets ou dans ce que vous voulez. Vous avez aussi les types équivalents en Scalasi et dans la prochaine version, les types équivalents de cats, donc avec des non-empty lists si vous attendez au moins un résultat
et un nombre indéfini. Et vous pouvez, de façon encore plus générique, spécifier votre accumulateur à partir du moment où le résultat est monoïde, enfin, où il a une opération de plus. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. J'ai parlé à un moment qu'il n'y avait pas de surprise dans Doobie, mais ça va plus que pas de surprise. C'est le code SQL que vous écrivez est exactement celui qui est exécuté par Doobie. C'est-à-dire que si vous avez fait votre requête SQL optimisée parce que vous avez quelqu'un qui aime SQL chez vous et qui fait 3 inner select et 2 jointures internes, etc., vous le collez dans Doobie, ça va fonctionner exactement de la même façon. Donc, nous, on a la chance d'avoir quelqu'un qui aime vraiment SQL chez nous. Coucou Nico. C'est le genre de truc qu'il aime bien faire, qu'on ne pouvait pas faire avec Squirrel, qu'on ne pouvait pas faire avec Slick, et qui avec Doobie marche tout naturellement. Mais ça va plus loin. Par défaut, Doobie fait les bonnes choses en termes de performance avec JDBC. C'est-à-dire que, par défaut, tout est un prepare statement. Vous n'avez pas de question à vous demander est-ce que au niveau de JDBC, la requête va être faite, ou etc. Puis même en termes d'injection SQL, c'est beaucoup plus propre. Donc, aucune question à se poser. Par défaut, vous pouvez avoir des batch updates. Donc, si vous passez de la même manière votre liste d'objets de données métiers, vous dites simplement à Doobie, fais un update, mais en utilisant comme source la liste que j'ai créée. Il se débrouille et il fait le batch update qui va bien en faisant les bons appels au niveau de JDBC. En termes de performance par rapport à JDBC, on est extrêmement proche. Donc là, vous voyez certainement pas du fond, mais donc JDBC c'est en vert et le trait bleu c'est Doobie quand on map dans une liste. Donc c'est quasiment identique. Le trait rouge c'est quand on map Doobie vers un process streamé. Les performances sont pas géniales pour l'instant, mais ça va s'améliorer dans les prochaines versions. Donc si vous faites du streaming directement dans une API REST ou etc. Je vais revenir sur ce point-là parce que c'est vraiment, vraiment important quand on commence un framework de pouvoir savoir que l'auteur est là tout le temps pour répondre précisément à vos interrogations, pour prendre en compte les évolutions, pour écrire du code sur des choses qui n'existent pas ou dont vous n'avez pas compris comment elles pouvaient être traduites dans le framework. Et ça marche tout seul. Il est sur Gitter, il répond modulo les différentes time zones, il répond super vite. Il écrit, il est vraiment adorable. Donc, ne serait-ce que pour Rob Norris, ça vaut le coup d'utiliser Doobie et d'aller sur Gitter pour discuter avec lui. L'autre point extrêmement important, c'est que contrairement à plein de frameworks comme Slick, Hibernate, etc., qui ont été faits par des gens qui ont l'air de pas trop aimer SQL et de surtout pas trop vouloir l'exposer, lui, il adore SQL et ce qu'il veut, c'est avoir la possibilité d'avoir un framework qui le soutient dans son écriture de SQL et dans son mapping, dans son utilisation au niveau de l'application, et pas qu'il va lui cacher ce que JDBC fait. JDBC est une existence en Java, on fait avec, et donc là, on essaye de faire mieux avec JDBC. Voilà, donc cette fois, c'est la vraie fin sur la présentation. Juste, j'ai un dernier slide, c'était tout à l'heure sur la question sur le typage. Donc on n'a pas de typage directement au niveau des requêtes pour l'instant, mais par contre on peut écrire des requêtes dans la console Scala et faire une analyse en direct. Donc là c'est la sortie de Doobie quand on lui donne check comme instruction, et il va dire la requête que tu m'as donnée, c'est du SQL valide. Par contre, tu m'as mappé un short sur un integer, donc potentiellement il y a des risques parce que ça peut dépasser. Tu devrais plutôt utiliser tel autre type. Là, tu vas utiliser un numérique. C'est pas la bonne chose de l'autre côté, etc. Donc déjà, ça peut aider pas mal à débugger les requêtes. Oui. Merci beaucoup. Ça veut dire que si j'utilise pas cet outil et que je décide donc de faire un select qui va sélectionner un blob, puis après que je dis que c'est un option timestamp, le crash aura lieu à la compilation ou à l'exécution? Si tu n'utilises pas, si tu t'es trompé dans ta requête, ça sera au moment où la requête sera exécutée, donc au runtime. Pour l'instant, tu auras le crash. Mais dans les versions suivantes, normalement, on devra avoir une validation à la compilation. Juste un truc
truc aussi, je pense qu'il faut préciser, c'est qu'avec Doobie, tu as une intégration dans Scala Test, Scala Check. Et du coup, ce truc-là, en fait, tu peux le mettre direct dans tes tests. Donc quand tu vas le foutre dans ton CI, en fait, il va détecter que ta requête SQL elle est pétée. À part le gars super sympa qui a créé le framework, il y a quel niveau de support? Et je veux dire, ce gars-là, il est plus dispo, il part sur autre chose. Qu'est-ce qu'il y a comme garantie un peu si on part sur des gros projets 5 ans avec un framework comme ça? La même garantie que pour n'importe quel framework. Aujourd'hui, c'est un framework qui commence à être largement utilisé. Il fait partie de TypeLevel, donc il est intégré à l'ensemble des projets TypeLevel. Il y a plusieurs committers qui sont rajoutés par rapport à Ordonance initialement. Donc aujourd'hui, ils sont 4 ou 5, je crois, committés sur le code. J'ai l'impression que c'est plutôt un framework qui est en train de monter que le contraire. Et après, quand on choisit des frameworks, il y a toujours un risque que, même par des très grosses boîtes, Google nous a habitués à abandonner ces frameworks du jour au lendemain ou pas loin. Donc bon, c'est pas parce que tu utilises le framework d'une grosse boîte que tu as forcément plus d'assurance qui sera maintenue. Est-ce que mes collègues doivent comprendre les frimonades pour utiliser Doobie? Oui, bien sûr. Non. Donc, pour ceux qui sont intéressés, Doobie repose entièrement sur l'utilisation des frimonades pour définir des interpréteurs de toutes les opérations JDBC, enfin la définition de toutes les opérations JDBC. Et ensuite, il y a plusieurs interpréteurs en fonction du niveau de la requête et de la base de données ciblée. Donc, ce qui permet aussi d'avoir des opérations spécifiques, des extensions pour Postgres ou n'importe quel type spécifique de Postgres est connu par Doobie, ce qui est aussi très acceptable. Pour l'utilisateur lambda, tu n'as absolument pas besoin. Tu vois comment le mapping fonctionne et tu prends les colonnes dans l'ordre et tu mappes sur les différents types. Tu n'as pas besoin de savoir plus. Là, tous les exemples, c'était des chaînes littérales mises directement. Si on veut générer les chaînes au runtime, par exemple, rajouter un where ou un truc comme ça au runtime, est-ce que ça se passe bien ou mal? Alors, c'est la slide qui aurait dû avoir juste après celle-là, mais qui était trop tard pour faire hier soir. Donc, tu as un langage, je n'ai montré que le langage de plus haut niveau, qui est avec le préfixe SQL, mais tu as 2 sous-niveaux de langage. Donc, tu as un langage qui est dit de haut niveau, mais qui est déjà, où tu dois un petit peu plus comprendre ce que sont les frimonades pour la façon de les utiliser, et tu as un langage de bas niveau. Et à partir de ces 2 niveaux de langage, tu peux générer ce que tu veux au runtime. Donc en particulier, nous on l'utilise pour des requêtes où en fonction de ce que l'utilisateur demande comme paramètre, on a plus ou moins de paramètres à passer. Et ça se passe très très bien. Tu perds les prepared statements, j'imagine? Non, tu les as. Ah, non, ouais. Ouais. Ouais, tu les gardes parce qu'en fait le prepared statement c'est au plus bas niveau et du coup tu es quand même sur des niveaux supérieurs. Donc les interprétations en dessous disent ok, j'ai le certain nombre de paramètres, j'ai fait le prepared statement qui va bien pour utiliser ce nombre de paramètres. Merci.